Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, je suis Romuald Pilar alias Romali pour mes amis. Je fais cette vidéo-là parce que je suis en train de vivre les moments les plus sombres de ma vie d'adulte et euh, devoir répéter la raison pour laquelle c'est le cas. Autant de fois que je le dis aux personnes, c'est autant de fois que je le dis à moi-même. Donc si je peux faire cette vidéo-là pour m'épargner ces moments-là, je me dis que je dois la faire. Donc, mercredi, enfin non, donc dimanche 23 novembre 2025, suite à un mois et demi de douleur appelée céphalée, donc c'est une version intense d'une migraine, c'est localisé par rapport au cerveau, etc. Un mois et demi de douleur comme ça tous les jours pour ma copine avec des vomissements et d'autres fois des trucs plus humiliants qui lui arrivaient. Ma copine me dit j'en peux plus, on va aux urgences. J'appelle les secours, on fait le nécessaire, blablabla. Cette fois-ci, on m'a pris au sérieux et les gens se sont déplacés. On a eu le temps d'attendre quand même. Donc on va aux urgences, j'amène ma copine aux urgences avec l'ambulance. On me dit que bon, vu il ne reste plus de brancards dans une espèce de parking à brancards qu'il y a à l'hôpital, et je ne vais pas préciser quel hôpital parce que ce que je vais dire par la suite pourrait vous donner envie d'harceler les médecins ou l'hôpital, et c'est pas ce que je veux. Du coup, on se rend compte qu'elle est là pour un moment. Donc, on avait pris des affaires d'urgence si jamais elle devait être hospitalisée et on sentait qu'elle allait être hospitalisée. On m'a fait repartir avec euh, et au final, elle a été hospitalisée comme on le pensait. Donc, dimanche soir, je laisse ma copine aux urgences pour qu'elle passe des examens, qu'elle soit éventuellement hospitalisée. C'est le cas. De 18h où je l'ai laissée jusqu'à 3h du matin, on ne m'a pas donné de nouvelles. Donc j'ai dû appeler d'abord à 20h, puisqu'on m'a dit qu'il y en aurait au moins pour 2 heures pour qu'elle puisse enfin faire les examens. Donc j'appelle à 20h, on me dit qu'on prend mon numéro et qu'on va m'appeler s'il y a quelque chose, parce que pour l'instant, elle va faire les examens et on va attendre les résultats ensuite. Ok. Je rappelle à 21h, je crois. J'arrive pas à avoir de réponse. J'appelle le téléphone de ma copine parce qu'elle avait son téléphone. J'obtiens une réponse, elle me dit qu'elle a fait les examens et qu'ils attendent les résultats. Je dis ok, bon ben. Et elle m'a dit qu'elle voulait se reposer. Donc je la laisse tranquille. À ce moment-là, elle est à jeun. Elle n'a pas mangé le matin, elle n'a pas mangé le midi parce que manger lui faisait peur parce qu'elle pensait qu'elle allait automatiquement vomir. Au fait, je suis allé récupérer un colis aujourd'hui. Je pensais passer des entretiens d'embauche, etc. Blablabla, blablabla. Sauf que bon, je suis, enfin pour des raisons qui vont être évidentes, je pense pas que je vais passer d'entretien d'embauche dans l'immédiat. Mais comme je suis allé chercher le colis avant qu'il reparte, je me suis dit que j'allais essayer une chemise quand même, tu vois. Donc c'est une chemise lila. C'est la même couleur que cette manette là. J'aime bien. T'as vu? Bref. Du coup, je rappelle à 22h, j'arrive pas à avoir le standard. Je rappelle à 22h30. On me dit qu'on va me tenir au courant. Je crois. J'appelle à 23h, j'arrive pas à avoir de réponse du tout. J'appelle pas ma copine parce qu'elle voulait se reposer. Je tiens les parents de ma copine informés et finalement je rappelle à minuit et on me dit un peu agacé qu'on va me tenir au courant et qu'on me l'a déjà dit qu'on allait me tenir au courant. Ok. Donc j'appelle les parents de ma copine, je leur dis, et puis je me résigne, je dis, bon, j'ai donné mon numéro de téléphone à 3 ou 4 personnes maintenant, différentes personnes, donc j'espère que on va réellement me tenir au courant.
J'essaie de dormir. On me réveille à 2h30, 3h du matin. On me dit, ça y est, votre femme a effectivement quelque chose d'important et on va l'hospitaliser. Bon, ok, j'informe les parents de ma copine. On se dit qu'on va dormir et qu'on s'en parle le lendemain. Donc ça, c'était le dimanche. Le lundi, je suis censé être en télétravail. Ouais, donc je suis en télétravail, donc je bosse sur mon PC le lundi et le mardi. Le lundi, je vais voir ma copine dans sa chambre d'hôpital. Je lui demande alors qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui se passe, nani nana. Donc on nous dit, enfin elle me dit qu'elle doit passer un examen et ensuite ils vont décider de s'ils l'opèrent ou pas. En sachant que l'opération en question aurait été pour la soulager d'une hypertension intracrânienne. Voilà. Donc du coup, le lundi passe, elle fait pas l'examen. Le mardi matin, elle fait l'examen. L'après-midi, je vais la voir après le travail, si je me trompe pas. Et euh, ok. Ah non, je travaillais ni le lundi ni le mardi. Je m'étais arrangé avec mon entreprise. Donc le lundi dès le midi, je suis allé la voir et ouais. Et le mardi, pareil, l'après-midi vers 4h, je crois, je vais la voir. Bref, donc elle passe les examens le mardi matin. Ses parents étaient là parce que on a autorisé un de ses parents à dormir avec elle, qui a veillé sur elle. Donc elle est partie faire l'examen le matin. Les parents sont donc sortis pour rentrer chez eux, prendre une douche, manger, des trucs comme ça, quoi. Surtout qu'ils viennent de Corse, donc ils ont pris un appartement pas loin, bref. Et moi j'arrive, euh, donc là ça va faire le lundi, elle avait toujours pas mangé. C'est le lundi soir qu'ils l'ont laissé manger. Donc elle a fait 48 heures à jeun. Inutilement. Le mardi, elle fait l'examen. Les parents s'en vont, je viens. Je suis avec elle quelques heures, mais elle parle pas trop, elle est fatiguée, elle en peut plus. Et puis elle part pour l'opération. Moi, je savais pas si l'examen était bon, mauvais, quoi que ce soit. Juste, on me dit, elle part pour l'opération. Donc, je la regarde, je lui dis, chérie, je t'aime, machin. À tout à l'heure. Elle-même, elle est fatiguée, elle me fait, ouais, ouais, t'inquiète. Et elle s'en va. Ils font l'opération. Les parents de ma copine sont revenus vers 19h, machin. Ils voulaient veiller sur elle. Et là où d'habitude, elle reste en réanimation, en surveillance ou quoi, cette fois-ci, ils l'ont envoyée dans sa chambre. Alors, comme c'était censé être une intervention plus légère que les trois précédentes, c'était des interventions où ils ont ouvert le crâne de ma copine pour accéder à son cerveau et pour extraire des tumeurs qui étaient sur le cerveau à deux reprises. Et ensuite, une troisième intervention pour intervenir sur des vaisseaux sanguins où il y avait des saignements à l'intérieur de la boîte crânienne, bref. Trois opérations où le crâne a été ouvert. Cette fois-ci, c'était censé être un petit trou, poser un drain et basta. Donc là, l'opération s'est bien passée. Elle revient en chambre, les parents veillent sur elle. Elle bouge, elle dort, mais bon, on ne sait pas si elle va, si elle est bien ou pas, quoi. Et puis le matin arrive, elle a les yeux ouverts, mais elle parle pas. Et puis on comprend pas. Donc les parents s'inquiètent, ils appellent les médecins. Effectivement, c'est inquiétant.
Les médecins disent, oh là, ça pue. Il embarque pour faire un examen d'urgence, etc. Moi, pendant tout ce temps-là, c'est le mercredi matin, je me réveille, euh, je me prépare à aller travailler, et je vois que j'ai des appels manqués du père de ma copine, je l'appelle, et il me dit, salut Romuald, finalement l'opération ne s'est pas tant bien passée que ça. Euh, Elle s'est réveillée, mais elle n'est pas consciente. Elle va passer des examens, etc. Et là, je dis, oh putain, tenez-moi au courant, s'il vous plaît, nani nana. Sauf que moi, je dois retourner travailler. Donc, je me prépare. Je dois commencer à 8 heures en plus. Donc, je me prépare. J'y vais. Et j'arrive, je pose mes affaires. Je demande à mon collègue qu'est-ce que j'ai raté pendant les 2 jours où j'étais pas là. Il me dit rien, t'inquiète, mais il me regarde d'un air étrange, tu vois. Et je comprends pas, mais je m'en fous. Je suis là pour bosser, je bosse. Donc je commence à bosser et puis au bout de 30 minutes, mon collègue et moi, on parle et au bout d'un moment, on parle du fait que je suis pas arrivé à 8 heures. Et là, je lui dis, mais je commence à 8 heures, je suis venu à 8 heures, qu'est-ce que tu racontes? Il me fait, ben regarde ta montre, il est 9h30. Et là, je me rends compte que j'ai appelé le père de ma copine à 6h30, 7h. Je me suis préparé et pendant 1 heure, je ne sais pas où est-ce que j'étais. À la maison, dehors ou sur le chemin pour aller au boulot. Tandis que moi, dans mon esprit, je me suis préparé et je suis parti. Je bosse. J'avais pas envie de rester au boulot parce que je pensais à ma copine. Donc je rentre à la maison pour manger. Un truc que j'avais préparé la veille. Ah non, enfin bref, on s'en fout. Je rentre pour manger et là, le père de ma copine m'appelle et il me dit ça ne va plus. Ma compagne est dans le coma et son pronostic vital est engagé. Même là, j'ai la gorge qui s'est asséchée avant de le dire. Du coup, ben, moi qui ne suis pas médecin, on m'annonce que ma copine est dans le coma et que son pronostic vital est engagé. Donc je me dis tout de suite, il y a de fortes chances que je ne revoie plus ma femme. Voilà. Donc, imagine-toi, tu aimes quelqu'un. Tu vis avec la personne depuis 5-10 ans. Moi, c'est plutôt 10. Tu es plutôt certain des sentiments que tu as pour la personne. Et là, je vais te demander de t'imaginer que on vient de te dire que la personne va mourir. Et on ne sait pas quand. Maintenant que tu t'es imaginé ça, imagine-toi si c'était réel. Maintenant que tu te dis que c'est un cran au-dessus, une fois que c'est réel, imagine-toi ce sentiment-là multiplié par 10 ou par 100. C'est un peu le principe de quand tu es millionnaire ou milliardaire. La différence entre 1 million et 1 milliard, pour la personne qui est millionnaire ou milliardaire, c'est pas énorme en fait. Une fois que tu es millionnaire, tu t'auras plus jamais de problème d'argent. Sauf si t'es con. Ben, inverse ce sentiment-là. Une fois qu'on t'a dit que tu seras à moins 1 million sur ton compte en banque toute ta vie, demande-toi si ça te ferait quelque chose si on te disait que tu es à moins 1 milliard sur ton compte en banque toute ta vie. Ben, c'est un peu le même principe. Le niveau de détresse dans lequel j'étais mercredi quand mon beau-père m'a annoncé
Le pronostic vital engagé de ma copine, c'était comme si ta tête flotte dans les airs et le reste de ton corps est engourdi. Bref, passons les trucs un peu romantisés, romantiques, bref. Donc, moi, j'ai toujours été un gars orienté solution. J'ai du mal à rester coincé sur les problèmes. Sauf que là, il m'arrive un truc plutôt... C'est la chose la plus importante qui me soit arrivée de toute ma vie, en fait. Donc, je me dis, je vais faire ce que j'aurais dit à quelqu'un de faire. Tu manges, tu vas chez le médecin, tu te fais arrêter et tu te fais marquer des séances de psy avant de te foutre en l'air parce que c'est un scénario potentiel. Je vais chez le médecin, file d'attente, je chiale, les gens comprennent pas pourquoi. Euh, Mon tour arrive et je dois expliquer au médecin pourquoi je suis là, mais je pleure en même temps. Donc j'explique au gars, salut, on vient de m'annoncer que ma femme est dans le coma pronostic vital engagé. Arrête-moi, s'il te plaît, je peux pas aller travailler comme ça. Et marque-moi une séance de psy ou plusieurs, fais ce que tu veux pour qu'on comprenne bien que je fais pas semblant et que j'ai besoin qu'on m'arrête parce que retourner au travail dans 2 semaines ou un mois, je sais pas si je vais pouvoir, tu vois. Donc le gars marque ça, il me demande si je veux un calmant, je sais pas quoi. J'ai dit au gars, marque ce que tu veux, frère. Laisse-moi juste sortir d'ici pour que j'aille. Marque seulement sur l'arrêt de travail que j'ai le droit de sortir pour que je puisse aller voir ma femme à l'hôpital. C'est tout. Après ça, je m'en fous. Donc le gars marque tout ça. Il marque un calmant. Il me dit c'est 2 par jour, 2 max par jour. Si ça va pas, je prends la moitié d'un. Et si ça va vraiment pas, je prends l'autre moitié. Il dit ouais, bref. Je vais. Je vais ensuite à la pharmacie, je récupère les médocs. La pharmacienne me dit ah, euh, vous avez craqué, ça y est. Parce que la dame elle pensait que voilà, à force de me voir venir prendre des médicaments pour ma copine, la dame elle me dit ça fait combien de temps que votre copine est handicapée? Je lui dis ben là, elle est dans le coma pronostic vital engagé. Et là, elle me fait ah, excusez-moi, je voulais pas, nani, nana. Je dis non, t'inquiète, je m'en fous. Donne-moi mon médoc et fous-moi la paix. Elle m'a dit que, bref, et elle m'a fait, je viens de me rappeler que la dame a fait le tour du comptoir, m'a fait un câlin et ensuite m'a souhaité du courage pour la suite. Ouais, bon. Donc j'ai pris un médoc, je suis rentré chez moi, je prends le médoc, je bois un verre d'eau, je chiale un coup et puis je me dis bon, il faut que je sois fort pour ma copine et tout, donc j'y vais. J'ai dû informer des amis aussi que c'était arrivé et puis j'y vais. Parce que c'est ça la partie intéressante, c'est quand j'y vais, on voit les médecins et les médecins nous disent je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Pourquoi elle est comme ça? Je sais pas. Est-ce qu'elle va se réveiller? Je sais pas. Ok. Moi, une fois que toutes ces questions-là ont une réponse, j'ai plus rien à foutre de ce que le gars raconte. Mais il raconte quand même. Ouais, je pense que c'est quand on a fait l'intervention pour poser le drain, il a dû se passer quelque chose. Ah bon, pourquoi tu dis ça? Parce que le liquide encéphalo-rachidien, je sais pas les termes techniques, il s'est expulsé de son... Enfin, ça a giclé, quoi. Ok. Et là, tu commences à te dire, attends, ça a giclé. Il y avait tellement de pression que ça dans sa tête que ça a giclé. Est-ce qu'on pouvait mesurer? Est-ce que ça se fait? Et puis, si tu devais mesurer la pression dans le crâne de quelqu'un, comment tu fais? Est-ce que quand tu fais le trou dans le crâne de la personne, tu y vas progressivement ou est-ce que tu fais un gros trou tout de suite? Plein de questions, mais tu penses pas à les poser tout de suite parce que t'es choqué, t'es triste, bref, t'es en détresse.
Et du coup, ben, autant de questions qui n'ont pas de réponse. Donc, le professeur, dont je vais pas dire le nom parce que j'ai pas envie que vous la harceliez, et pour les raisons qui vont venir ensuite d'ailleurs, je vais nommer aucun médecin et je vais pas nommer l'hôpital parce que j'ai pas envie qu'on me dise que les gens étaient harcelés, qu'on les empêche de faire leur travail et que au final ma copine en souffre. Donc, premier jour, le bilan c'est votre femme est inconsciente. Euh, on va la sortir du coma progressivement et on va voir si on arrive à la réveiller. Ok. Donc ça c'est mercredi soir. Donc on passe de c'est râpé, il n'y a plus d'espoir à on va faire des choses, on va faire des examens, on va voir ce qu'on peut faire pour la sauver. Ok, il y a de l'espoir. Le jeudi, on revient et le mec nous dit on fait des examens, on a fait des examens, mais c'était pas ouf parce que ben, on a fait les examens juste après une opération, donc les choses qu'on va trouver, c'est peut-être dû à l'opération plutôt qu'à son état, etc. Donc on fait une deuxième batterie, pardon, d'examen. Donc culture de bactéries, nanana, prélèvement moelle épinière pour savoir si c'est une infection. Est-ce que c'est une infection et du coup quand elle va sortir de l'infection, elle va se réveiller? Est-ce que c'est le fait que on a retiré le liquide qui mettait la pression dans sa tête, mais trop vite, et du coup, la pression est redescendue trop vite et il faut reconstruire un peu la pression dans sa tête pour retrouver un équilibre. Et une troisième option que j'ai oublié parce que le gars lui-même il n'y croyait pas. Donc du coup, on repart le jeudi soir en se disant, ok, on ne sait pas ce que c'est, mais elle est stabilisée. Ah oui, elle faisait des crises d'épilepsie. C'était impressionnant, mais on nous a dit que voilà, quand quelqu'un est intubé, la personne ne peut pas se noyer, la personne ne peut pas s'asphyxier, parce que les voies respiratoires sont occupées, isolées, protégées. Et du coup, pour toutes ces raisons-là, ben, le cerveau est protégé parce que ben, la personne ne va pas tomber par terre, la personne ne va pas manquer d'oxygène, etc., etc. Ils font tout pour que son cerveau soit protégé. Ok. Donc, le jeudi soir, on repart, on n'est pas heureux, plein d'espoir, mais on se dit, ok, c'est sous contrôle, il y a des chances qu'elle revienne, mais c'est pas sûr. Puis, hier, vendredi 28, on apprend, enfin, on revient, nous explique que voilà, le nouveau dosage de médicaments anti-épilepsie, ça a fonctionné, mais elle fait encore des crises d'épilepsie, etc., etc., blablabli, blablabla. Et le truc important, on sait maintenant pourquoi elle est dans cet état. Ah bon? C'est quoi le problème? Eh ben, il se trouve que quand ils ont fait l'intervention pour poser le drain pour réduire la pression dans le crâne de ma copine, la pression était telle que quand ils ont fait le trou dans sa tête, ça fait le même principe d'implosion que le sous-marin artisanal qui était allé explorer les fonds marins pour voir le Titanic là. Sauf que ma copine n'était pas sous l'eau et donc son crâne n'a pas implosé. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait un appel d'air ou je sais pas, du vide ou quoi. Les gens qui font de la soudure sous-marine ou les gens qui font de la plomberie, ils vont comprendre tout de suite le principe d'échange d'air et de pression, etc. Moi, j'ai pas le vocabulaire ni l'expertise, mais en bref, la pression était telle que
quand le liquide a été éjecté du crâne de ma copine, l'appel du vide ou l'aspiration ou je ne sais quoi a déplacé des parties du cerveau de ma copine, en sachant que ma copine a un syndrome de Chiari ou je sais pas quoi, un truc qui fait que une partie de son cervelet coule dans sa nuque. Et du coup, ce serait une des causes de ce qui vient maintenant, le dommage sur le cerveau de ma copine. Le cerveau de ma copine a été endommagé par la procédure de pose d'un drain pour éliminer la pression qu'il y avait dans sa tête. Est-ce que des neurochirurgiens auraient pu, et c'est là que ça va m'intéresser de voir les commentaires de tout le monde, est-ce qu'un neurochirurgien aurait pu mesurer la pression qu'il y a dans la boîte crânienne de ma copine et, suite à cette mesure, évaluer comment intervenir sur le crâne de ma copine? Puisque on nous a appris que par rapport à cet échange de pression d'air dans le crâne de ma copine, un élément a bougé dans le crâne de ma copine et est allé endommager une zone reculée, selon les termes du neurologue, du cerveau de ma copine. Alors, moi, tu me poses cette question, tu me poses ce truc-là devant moi, et ma première question c'est, bon, endommagé comment? Le gars, il se prononce pas. Est-ce qu'on peut vivre avec un cerveau endommagé? Oui, d'accord. Quelles sont les chances que ma copine vive avec ce truc? Je ne se prononce pas. Est-ce que c'est un cas isolé? C'est la première fois que tu vois ça chez ma copine. Le gars, il dit non. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois. Donc ça veut dire que assez régulièrement, les gars endommagent les cerveaux des gens. Mais allez, passons. Passons le fait que le gars te dit qu'il endommage des cerveaux régulièrement. Je demande donc, si t'as déjà vu ça plusieurs fois, les gens en général, ils survivent ou ils meurent de ce truc-là? Et là, il me dit, ne se prononce pas. Comment te dire que ne se prononce pas quand il s'agit de ta femme, quelqu'un qui partage ta vie, tes problèmes, ton... Enfin, j'allais dire des investissements, mais on n'en est pas là. Je partage beaucoup de choses avec ma femme. Je suis un gars fidèle. Il y a plein de choses que, stéréotypiquement parlant, on pourrait s'attendre à ce que je fasse et je ne fais pas. Je suis un professionnel de l'informatique. Mes hobbies, ce sont des hobbies casaniers. J'apprends à jouer de la guitare, je joue aux jeux vidéo et je fais de la musique le week-end. C'est que des trucs casaniers. Donc je passe beaucoup de temps à la maison avec ma femme et quand on sort, c'est ensemble. Tout ça pour dire quoi? C'est que c'est très très dur pour moi et surtout parce que je suis un informaticien et je sais pas si je suis informaticien parce que je réfléchis comme je réfléchis ou si je réfléchis comme je réfléchis parce que je suis devenu informaticien, mais j'ai un rapport avec les statistiques et les chiffres qui sont plutôt, j'ai envie de dire évident, mais c'est pas ça le mot. Bref, j'aurais besoin pour savoir, pour évaluer mes chances en fait, et réfléchir à mon futur avec ou sans ma compagne, j'aurais besoin que le gars me dise les termes. Et le gars, au bout d'un moment, il voit que j'ai du mal avec son truc de ne se prononce pas, et il me dit, la raison pour laquelle je ne me prononce pas, c'est parce que je ne veux pas vous donner de faux espoirs et je ne veux pas non plus que vous abandonniez la patiente.
Et là, je comprends. Je me dis, notre investissement dans le rétablissement de ma compagne va faire, ça va changer quelque chose en fait. Mais après, c'est un truc que j'ai vu aussi en management, c'est un truc délirant, mais le cerveau humain est aussi complexe que ça. Les encouragements, parler à quelqu'un, être présent pour la personne, ça a plus de chances d'aider la personne que d'être pessimiste et absent. Donc, du coup, j'ai compris le point de vue du médecin. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour de l'anniversaire de ma copine et je retiens des larmes pendant que je dis ça. Ça va faire 3 ans, si c'est pas 2. Les années commencent, les années Covid là, c'est compliqué pour moi. Je crois que ça fait 3 ans que ma copine passe tous ses anniversaires à l'hôpital. Et cette fois-ci, c'est pire que toutes les autres fois parce que on s'est douté, ou plutôt on a remis en question l'expertise des médecins à chaque fois. On s'est demandé si les gens savaient ce qu'ils faisaient à chaque fois. Et voici la raison pour laquelle je ne dis pas le nom des médecins ni l'hôpital en question. C'est que quand j'ai commencé à suivre ma copine dans les entretiens pour sa santé, et je suis un homme, je vais pas vous mentir, au départ je m'en battais les couilles. Je me disais, mais j'ai pas à venir dans ton rendez-vous parce que t'as, je sais pas, un kyste ou un truc comme ça, tu vois. Sauf que j'ai compris que c'était beaucoup plus sérieux pendant les entretiens. Je suis venu à un entretien et le premier entretien où j'ai assisté, c'était lunaire parce que le professeur en question expliquait à ma copine qu'elle a des tumeurs sur le cerveau, mais qu'il ne va pas s'en occuper tout de suite. Si vous êtes comme moi, tout le long de votre vie et depuis que vous avez appris ce que c'est le cancer, vous savez très bien que les tumeurs, ça s'opère quand on les voit venir. On n'attend pas. Si on attend, on va se retrouver avec quelque chose de potentiellement ingérable. Et là, le gars, il dit à ma copine, on se revoit dans 1 an. Et moi, je regarde ma copine. Je regarde le gars. Je dis, comment ça, dans 1 an? Oui, ben, c'est le délai pour regarder, nani nana. Bon, je suis pas médecin, je ferme ma gueule, je dis à ma copine, 1 an, nani nana. Sauf que ma copine, je savais pas à ce moment-là à quel point sa santé était fragile, mais ma copine, elle est dans le circuit. C'est un truc délirant de dire ça aussi. Dans le circuit des hôpitaux depuis la tendre enfance. C'est un truc de fou. Elle a toujours Les gens qui ont une santé fragile, en fait, ils ont toujours eu une santé fragile. Tu le savais pas, ben maintenant tu sais, et moi non plus je le savais pas, et je l'ai appris. Donc, les rendez-vous ont toujours été lunaires pour moi parce que le gars disait, ouais, on va voir plus tard. 1 an plus tard, ça a pris du volume. Qu'est-ce que le gars nous dit? Au lieu de nous dire, je vais opérer, on s'occupe de ça, on retire ça, le gars, il nous dit, gamma knife. On va faire passer des rayons gamma sur les tumeurs en espérant que euh, ça stabilise leur croissance et que ça arrête de grossir. Je vois pas dans quel monde, mais admettons. Rayon gamma, je connais à peu près. J'ai regardé les films Hulk au début des années 2000. Vas-y, ça fait un peu Star Wars, c'est précis. Bref. Ils font ça. 6 mois plus tard, ils vérifient. Les tumeurs ont pas trop bougé, mais elles ont bougé. Bon. Mais le degré auquel ça a bougé fait que on va pas opérer, on s'inquiète pas. Ok. 6 mois plus tard, je caresse la tête de ma copine. Je trouve qu'il y a une bosse. Je dis à ma copine, tu t'es cogné? Non. Mais peut-être que j'ai dit non, non. Si tu t'es pas cogné et que t'as une grosse bosse comme ça, une grosse bosse comme ça, tu t'en rappellerais. Et si tu t'es pas rendu compte, c'est 2 choses. Soit tu voulais pas t'en rendre compte, soit, enfin, pour moi, ça relève c'est pas la maladie mentale, mais t'avais pas envie de voir, quoi. Donc ma meuf, elle a une balle de tennis dans le crâne et elle me dit que tous les jours elle se coiffe, elle se peigne, elle va au travail et elle a jamais capté qu'elle avait une bosse. Bon, rendez-vous et là, ouais, il faut opérer. Donc,
Attends. Non, 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 non. Je mets la charrue avant les bœufs. Donc, avant ça, le mec, il a vu que on a fait des IRM machin chouette. Les ménagères m'avaient grossi. Ils décident d'opérer. Donc, ils opèrent début. C'est quoi? Ouais, début 2024. Ils opèrent début 2024. Ils font un nécessaire, machin, ça va, nanana. En mars, c'est fini. Et puis juillet, entre juin et juillet, un truc comme ça, je passe ma main dans ses cheveux, il y a une bosse. Tu t'es cogné? Non. Ben, c'est une tumeur alors. Ok. IRM, tout le branle-bas de combat, il faut opérer. Super. Le truc avait déformé le crâne. Tu penses que ton crâne, c'est. Tu penses que les os, c'est dur, tout ça, machin. Non. Ça se déforme. Donc, ils ont dû opérer, prendre rendez-vous pour faire une prothèse pour remplacer l'os qu'ils vont découper parce que ben, ça se déforme dans un sens, mais tu peux pas déformer dans l'autre sens. C'est pas du métal ou du verre, donc tu peux pas repartir avec le morceau de ton crâne comme avant. Euh, Ils opèrent, nanana. Ah, mais quand on a opéré, on a trouvé une fistule. Une fistule, c'est quoi? C'est un vaisseau sanguin qui pète ou qui va péter. Je sais pas le terme exact et j'ai pas envie de chercher. Euh, les mecs, ils ont pas touché ce truc-là, alors qu'ils savaient que ça allait être un problème. Et ça, c'est en fin 2020, ben, juste avant l'anniversaire de ma copine. Là, vers le 29 novembre l'an dernier, 2024. Du coup, on s'est dit, bon, c'est bon, on va avoir la paix maintenant. Il n'y a plus les ménagiomes, machin, nanana, mais il faut surveiller le vaisseau sanguin, nanana. Ma copine change d'entreprise, elle commence un nouveau job entre décembre et janvier, ça se passe bien. Et puis un jour, je suis au travail, on m'appelle. Ouais, votre femme est tombée au travail, on pense que c'est une crise d'épilepsie, faut vite aller aux urgences, nanana. Voici le numéro qu'il faut appeler. Et là, je sais pas, je comprends rien, je fais OK, d'accord, je prends des notes, oui, OK. Et puis là, je suis sonné 5 minutes et je reprends mes esprits et je me dis, bon, ben, il faut bouger. Donc j'appelle mon boss, je lui dis, bon, je suis désolé, je dois tout laisser tomber, ma copine est tombée au travail, crise d'épilepsie apparemment, elle est aux urgences, j'y vais en fait. Mon boss, il comprend, il me laisse partir, j'y vais. Et là, j'apprends, enfin bon, je vous fais pas le truc jour par jour comme j'ai fait pour tout à l'heure. En bref, ma copine a fait une crise d'épilepsie parce que les gars ne lui ont pas donné de traitement anti-épileptique alors qu'ils savaient très bien que un saignement dans la boîte crânienne, ça va provoquer une crise d'épilepsie ou un AVC ou une hémorragie cérébrale. Les gars savaient qu'il allait laisser partir avec un truc qui a 100% de chance de lui filer un AVC, euh, une crise d'épilepsie ou autre. Et ça dérange personne, tu vois. Les mecs, ils nous expliquent que c'est ça qui est arrivé pour cette raison-là, sans trembler du genou. Et nous, on doit écouter ça et garder notre calme. Les parents de ma copine et moi. Bon, tu t'es dit, bon, les gars, ils devaient gérer une opération sur le cerveau de quelqu'un. Admettons, l'erreur est humaine. Donc, ils doivent opérer le, à crâne ouvert une troisième fois pour cautériser ou fermer le réseau sanguin à problème. Sauf qu'ils ont ouvert et surprise, il y a une deuxième fistule. Donc ils avaient ouvert pour opérer sur un côté du cerveau, finalement ils ont dû toucher deux fistules. Donc moi je comprends, et c'est la raison pour laquelle après avoir publié cette vidéo-là, j'espère que vous n'allez pas chercher à harceler les gens, c'est que
je comprends bien que ma femme a une boîte crânienne spéciale. Apparemment, le problème que les gars rencontrent avec ma copine, c'est que chaque fois qu'ils ont ouvert son crâne, chaque fois, ils ont trouvé une surprise. Et toujours le genre de surprise dont tu veux pas. C'est-à-dire, on t'appelle pour te dire au milieu de la matinée, la personne que tu aimes va très certainement mourir d'un futur proche. Et on te dit ça comme ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, parce que je comprends que, de par mon métier, je comprends que quand tu vas travailler sur ce dont tu vas travailler, tu puisses avoir des surprises et que du coup, tu dois t'adapter rapidement à un truc que tu n'avais pas prévu. Tu dois utiliser ta formation, tu dois utiliser les outils que tu as, etc. Donc, je comprends que les gars, ils soient surpris à chaque fois qu'ils ouvrent la tête de ma copine. Ce que je comprends pas, par contre, c'est que tu as déjà vu plusieurs fois que le patient que tu as entre les mains a un système vasculaire euh, spécial, un cerveau spécial. La personne, chaque fois que tu travailles avec elle, tu te rends compte que tu as des mauvaises surprises à chaque fois. Et on en vient à se poser la question, dans le cadre d'une intervention, tu poses un drain pour réguler l'afflux, parce qu'on est censé tous avoir du liquide dans le crâne, je l'ai appris cette semaine. On a tous un moment de l'eau qui euh, se stocke et se résorbe dans la boîte crânienne. Dans le cas de ma copine, ça ne se résorbait pas, d'où il fallait poser un drain. La question que je me pose maintenant, c'est, tu sais que cette personne-là, chaque fois que tu ouvres sa tête, il y a une surprise. Pardon. Est-ce qu'il y avait moyen de mesurer la pression dans sa boîte crânienne? Est-ce qu'il y avait moyen de se préserver de l'accident qui a causé le dommage sur le cerveau de ma copine? Et si oui, pourquoi ça n'a pas été fait? La raison pour laquelle là tout de suite, ces questions-là, je les pose en enregistrant et je suis pas encore en train de faire un dossier légal avec un avocat, c'est parce que ça va pas me rendre ma copine dans le cas où elle ne se réveillerait pas. Et si jamais elle ne se réveillerait pas, je laisserai le soin de poursuivre ces gens-là en justice à ses parents. Parce que moi, si je perds ma copine, je vais pas te mentir que partir d'une procédure de poursuite judiciaire pour des médecins qui, je vois pas dans quel monde les gars ne font pas de leur mieux, ça m'intéresse pas. Pour moi, les gars, ils ont essayé de faire de leur mieux, mais ils ont merdé. Ou bien, ils se sont pas préparés au pire des cas. Et je vois pas comment priver la ville de chirurgien ou de médecin, ça me rendrait ma copine. Donc, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt, même si on m'a déjà dit que je devrais poursuivre les médecins pour la négligence dont ils ont fait preuve, ou juste parce que les gars sont la cause du coma de ma copine, en fait. Les gars sont littéralement la cause du coma de ma copine. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le médecin qui me l'a expliqué. Alors, admettons, les gars, ils prennent leurs responsabilités et encore, en vrai, j'allais dire merci, mais en vrai, non, c'est le minimum syndical. Donc, les gars, ils ont endommagé le cerveau de ma copine, ils ont pris leurs responsabilités, ils nous l'ont avoué, mais ça me rend pas ma copine, en fait. Et je suis en train de vivre les pires heures de ma vie. Pourquoi? Parce que en 2014, je perds ma tante au cancer. En 2020, je perds mon père au cancer. Et là, on est en 2025. Je dis pas que j'ai perdu ma copine. Ce que je dis, c'est l'épreuve psychologique que je suis en train de vivre.
c'est un truc de malade. En sachant que les gars en rajoutent tous les jours. Tous les jours, on me dit, à un moment donné, c'est baisé, mais il y a de l'espoir. Le lendemain, on me dit, c'est beaucoup plus baisé que ce qu'on pensait, mais t'inquiète, il y a de l'espoir. Le lendemain, on me dit, ah frère, c'est carrément baisé, mais t'inquiète, il y a de l'espoir. Les ascenseurs émotionnels là, mon pote, j'ai jamais vécu ça autant que là maintenant. Je pensais pas avoir besoin de parler à un professionnel. Et la raison pour laquelle je pense que je vais le faire cette fois-ci, c'est parce que j'ai besoin d'outils. J'ai besoin qu'on me donne des outils pour pouvoir naviguer à travers ces eaux-là parce que frère, je me sens seul. Les seules personnes à qui je peux parler qui ont déjà vécu des trucs comme ça, ce sont les parents de ma copine. Et je vais pas demander à ces gens-là de me consoler alors que eux-mêmes ils ont besoin d'être consolés, tu vois. Donc, en bref, cette vidéo-là, c'est pour dire, je suis désolé pour toutes les personnes que j'ai mobilisées parce que je voulais faire quelque chose de nouveau dans ma carrière, bouger, chercher un nouveau salaire en fait. Et ça aussi, c'était lié à ma copine. Ma copine travaille dans le social. Le social, ça ne paye pas. Et la structure dans laquelle elle travaillait en dernier ne la payait pas et sabotait les télétransmissions à la CPAM pour qu'elles ne soient pas payées. Les mecs, ils ont dit qu'ils faisaient des erreurs. Les gars, ils ont fait des erreurs depuis janvier 2025. Si tu fais des erreurs depuis le début de l'année et que tu n'as rien fait pour corriger, c'est pas des erreurs. Moi, si mon comptable, il me fout dans la merde 3 mois d'affilée, je change de comptable. Eux, ils ont gardé le même comptable toute l'année. Qui faisait des erreurs sur les fiches de paye, donc qui payait pas ma copine, et qui faisait des erreurs sur la télétransmission des informations à la CPAM, donc qui sabotait pour qu'on ne paye pas ma copine. Pour toutes ces raisons-là, j'avais besoin de changer de travail, avoir un plus gros salaire, parce que je me disais, bon, ben, peut-être qu'il va falloir que j'embauche une aide à domicile. Voilà. Donc, le but de cette vidéo-là, c'est vous annoncer qu'est-ce qui se passe avec moi et ma vie de couple. Et professionnellement, pourquoi je vais ralentir ma recherche d'emploi? Parce que je pense que je suis pas prêt. Je pense pas que je puisse assumer là tout de suite. Voilà. Je prends tous les conseils. Je prends toutes les aides que vous m'offrez et que vous m'offrirez. Toutes les informations, je prends. Je veux bien que vous m'expliquiez la situation, ramifications. Je veux toute l'aide dont vous voulez bien m'offrir. Parce que je ne sais pas. Enfin, ce qui est en train de m'arriver là, c'est inédit. J'ai jamais autant perdu le contrôle sur ma vie. Et je ne sais pas à quel recours j'ai droit. Je ne sais pas quels sont mes droits. Je ne sais pas qui peut m'aider, dans quelle mesure, etc. Par exemple, là, toutes les factures d'électricité, internet, c'était ma copine qui les payait, mais je me doutais pas que ma copine allait sortir d'une opération qui était moins lourde, inconsciente. Donc, j'ai pas pris les identifiants pour se connecter sur le compte EDF, le truc pour internet et tout ça. Heureusement, ce sont des prélèvements et le compte en banque de ma copine est garni, mais bon, voilà. C'est des questions que je commence à me poser maintenant que les gars arrêtent pas de me répéter que bon, peut-être qu'elle va pas se réveiller, quoi. Heureusement, les parents de ma copine m'ont assuré qu'ils vont pas me laisser tomber. C'est cool. Mais je suis un garçon pessimiste de nature, donc je préfère avoir mon destin en main. Donc je prends toute l'aide, je prends tous les conseils, les informations. Dites-moi à quoi j'ai droit, dites-moi ce que vous savez, informez-moi parce que j'en ai besoin. J'ai besoin des informations. Je ne sais pas de quoi est fait mon futur et je ne sais pas
comment je vais me débrouiller tout seul à Marseille, sans famille et mes potes à Paris. Donc voilà. Enfin, j'ai des potes à Marseille, mais c'est pas pareil. Et d'ailleurs, je vais les nommer. Merci Nicolas pour ton soutien. Merci Eddington, Ryzen, Scoffer. Merci Twixon. Merci aux gens de ma communauté, les gens qui kiffent avec moi sur les hobbies que j'ai cités précédemment, la guitare, la musique et les jeux vidéo. Je pensais pas que des gens dont j'ai jamais vu le visage auraient pu me soutenir, mais j'ai apprécié. Mon ami le plus proche, c'est Nicolas qui m'a soutenu aussi récemment. Et mes gars sur Eddington, Scoffer, Aizen à Paris, qui pensent à moi tous les jours, qui ont fait des prières, qui ont pensé à ma miss et tout ça. Donc, merci à vous tous qui avez pris de mes nouvelles récemment, qui avez prié pour ma femme, qui continuaient à prendre de mes nouvelles et me soutenir. Je pense que j'ai terminé. Je vais essayer de paradoter. Donc voilà. Le but de la vidéo, informer tout le monde de pourquoi il y a un silence radio, euh, de pourquoi je vais ralentir sur ma recherche d'emploi et, euh, et de vous demander aussi si vous avez des informations, me dire à quoi j'ai droit comme aide, information, soutien, je sais pas quoi. Dites-moi tout en commentaire et je vous dis à bientôt. J'espère pour des nouvelles un peu plus fun, un peu plus légères. Ciao.